rencontrer Sylvie Dubé et Gervais Sirois qui ont fondé le CEDEP, le Centre de développement pédagogique, qui est logé dans ce magnifique ancien moulin au bord donc du fleuve Saint-Laurent, qui aujourd'hui est bien gelé car je crois qu'il fait moins 20. Tu peux nous préciser un petit peu l'histoire de votre grande œuvre? Bien grand mot, bien grande œuvre, mais en fait c'est notre histoire, c'est un travail qu'on a fait avec passion tout le temps qu'on a été dans l'enseignement d'abord, parce qu'on a commencé notre carrière comme enseignant. À ce moment-là, Gervais et moi, on n'était pas ensemble. Là, maintenant, on est conjoints, hein? Vous l'avez vu ces jours-ci. Donc, on est conjoints depuis 25 ans et je pourrais peut-être démarrer l'histoire de là pour ce qui nous intéresse, parce que c'est ce qui nous a unis. C'est la passion pour l'apprentissage, je pourrais dire ça comme ça, la passion pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui apprend. Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé à enseigner, c'était en 76, vous voyez, je ne suis pas très jeune, mais je me souviens très clairement, très nettement de mes questionnements de fin d'année. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai bien pu leur apprendre? Qu'est-ce qu'ils savent de plus? À quoi ça a servi que je sois passée dans leur vie, mes élèves? Et moi, je me dis, si tu passes dans la vie de quelqu'un et que ça ne sert à rien, c'est aussi bien de ne pas y passer. Hein? Mais c'était toujours par rapport aux commentaires que j'avais l'année suivante de mes collègues qui disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont bien appris l'année passée? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir appris? Et à cette époque-là, on ne pouvait pas... on avait de la philo, on avait de la pédagogie, on prétendait, on disait sciences de l'éducation, mais c'est un mot qu'on osait à peine dire, hein, parce que science... à partir des années 85, là, il s'est passé quelque chose d'absolument... 85, mais plus 90, je pourrais dire, parce qu'en 85, on était dans les travaux d'Antoine de la Garandrie, qui avait eu d'excellentes intuitions sur le geste mental, entre autres. Moi, j'avais tout lu à ce moment-là, j'avais aussi. Et bon, alors quand on a été en contact par le travail, quand on a vu qu'on avait les passions communes, ça a fait pouf, hein, je ne vais pas vous expliquer. Et ça a été plus simple finalement pour travailler ensemble sur ce sujet-là. Et là, les neurosciences, les sciences cognitives, en tout cas tout ce domaine-là de recherche, ces domaines-là de recherche ont commencé à nous alimenter, hein, sérieusement, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que là, on commençait à voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, d'un adulte, d'une personne qui pense, qui parle, qui rêve, qui dort, qui réalise un travail. Quelles sont les zones qui s'activent? Au départ, ces travaux-là étaient, entre guillemets, purement scientifiques. Hein, on est dans le domaine de la recherche. Notre intérêt pour les neurosciences, notamment, c'était qu'on voulait comprendre les mécanismes de fonctionnement du cerveau le plus précisément possible et voir comment ça pourrait se traduire en classe. C'est-à-dire qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Est-ce qu'on pourrait en tirer des lois, des principes, des connaissances qui pourraient nous guider, hein, dans nos approches pédagogiques, qui pourraient nous donner des pistes pour peut-être changer certaines façons de faire, ou qui pourraient encore, c'est sûr qu'on cherche toujours à prouver, je dirais, à prouver ou à rencontrer des preuves, en fait, des éléments plus scientifiques pour confirmer nos intuitions, parce que on trouve ce qu'on veut chercher, là. Nous, on est convaincus que enseigner, c'est éduquer. Et c'est ça depuis le début de mon travail, et je dis que quelqu'un de moyennement intelligent, j'ai toujours dit, même dans les années 80, qu'un bon téléviseur ferait l'affaire avec un bon nombre d'élèves qui ont chez eux une culture, une culture familiale, qui les intègre dans le monde, qui les intègre aussi socialement, hein, si on veut. Donc, mais beaucoup d'enfants n'ont pas ça.
Et avec ces enfants-là, on procède de la même manière qu'avec les autres. Et visiblement, moi, je me disais toujours, puis je reviens aussi, c'est pas possible qu'on puisse appliquer la même méthode à des enfants si différents. Et c'était vrai à l'époque. C'était tellement vrai qu'on séparait les groupes forts, les groupes faibles, les groupes moyens, mais on ne répondait pas aux besoins parce qu'on enseignait aux groupes faibles comme aux groupes forts. Tu sais? Et dans toute la pratique pédagogique que j'ai eue, même dans les dernières années où j'étais directrice d'établissement, même avec les groupes en difficulté, j'avais des classes spécialisées, qu'on dit, il y en a encore au Québec, même si on veut intégrer beaucoup. Bien sûr. Les profs enseignent encore avec des méthodes traditionnelles. Et ce sont eux, par contre, c'est avec eux que j'ai le plus fouillé. Hein? Fouillé, c'est-à-dire essayer de comprendre, puis essayer d'intervenir pour faire un pas à l'enfant, par exemple, qui ne parle pas. L'enfant qui a des peurs, l'enfant qui ne comprend pas le monde dans lequel il est, puis il est complètement opposant. Essayer de faire un pas de plus. Ces enseignants-là, je leur lève mon chapeau parce que là où tout le monde a échoué, eux autres, ils sortent. Hein? Ils ont l'obligation de résultats, je devrais dire, ce qu'on n'a pas dans le système public en général. En fait, on enseigne, mais en fait, il y a des gens qui naturellement sentent cette obligation-là de moyens, je dirais, hein, de moyens plus que de résultats, de moyens à mettre en œuvre hein, pour arriver à des résultats. Tiens, voilà. Donc, ceci étant dit, alors on a fondé notre compagnie qui s'appelle le CEDEP, je ne sais plus en quelle année, mais c'était au début des années 90. Excuse-moi, tu nous as parlé toi, et ce serait intéressant que tu nous parles un petit peu de ce que Gervais a fait lui aussi. Il est lui-même devenu directeur. Ah ben lui, Gervais, oui, oui, c'est sûr. Gervais, il a été enseignant aussi, mais très peu longtemps. Gervais, sa carrière a été majoritairement... en fait, le plus grand bout de sa carrière, il l'a fait à la direction d'établissement. C'est ça. Donc, lui était avant moi direction d'établissement. Et je peux dire que, bon, il m'a coaché aussi quand je suis moi-même devenue directrice d'établissement parce que ça m'intéressait, mais j'avais peur que ce soit... j'étais conseillère pédagogique à l'époque, donc je n'étais pas sûre de pouvoir être faite pour ça, bien que j'aimais beaucoup... le sentiment de pouvoir contrôler quelque chose, l'organisation dans laquelle tu travailles, c'est ce sentiment-là qui me fait aller à la direction. Alors Gervais, pour revenir à lui, a été directeur d'établissement 20 quelques années, parce qu'il est allé aussi au service éducatif, qui est une structure à la commission scolaire qui encadre, si on veut, les écoles, hein, qui donne des services aux écoles, bon, finalement, qui supervise. Bon. Et... moi, à ce moment-là, j'étais conseillère pédagogique aussi. Donc, alors lui, il a notamment dirigé une polyvalente de 3000 élèves. Bon, à une époque où on lui disait, tu feras, en guillemets, je cite les gens, tu ne pourras pas diriger comme au primaire. Ici, on est au secondaire. D'accord. Polyvalente, si tu permets. Alors, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Polyvalente, c'est une école, l'équivalent... collège et lycée, un bout de lycée chez vous, parce qu'on y va de 12 à... dans cette polyvalente-là, c'est secondaire 1 à 5, donc pendant 5 ans, les élèves qui rentrent là, ils sont là 5 ans, et ils entrent à 13 ans pour en ressortir 13, 14, 15, 16, 17 ans. Hein? Bon, pour aller à ce qu'on appelle le cégep ici, qui est quelque chose qui n'existe pas chez vous, mais qui est fin secondaire et début universitaire. Là. Bon, fin lycée, début université. Donc, c'est une polyvalente, et ces polyvalentes-là ont été formées en 68, c'est trop gros, hein, c'est des trop gros bateaux. Maintenant, on le sait, mais on ne peut plus les défaire. Donc, alors là, il est entré là avec l'esprit que les enseignants ont choisi ce métier-là pour les bonnes raisons, pour la plupart. Et que si on les rend responsables de leur travail, si on les implique dans les décisions de création d'environnement éducatif, si on les questionne vraiment, si on leur offre de la formation, si on les traite bien finalement, ils vont répondre à l'appel parce qu'ils sont éminemment
soucieux de faire réussir leurs élèves. Il n'y a pas d'enseignant qui veut que ses élèves échouent. Et souvent, quand ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi faire autrement, comment faire autrement. Et parfois aussi, dans beaucoup de cas, et de plus en plus même, je dirais, ils sont épuisés. Là. Ils sont épuisés parce que il n'y a pas de solidarité, parce qu'il n'y a pas d'aide, parce qu'ils sont... Donc, et même parfois, certains perdent la foi, tu sais, dans les gens qui les dirigent, et ils se disent, oh, ça ne vaut pas, je vais tenir, je tiens. Et là, quand tu es en survie toi-même, ben, tu ne peux pas penser, quand on est en survie, on ne pense pas à la formation. On ne pense pas à se former, on ne pense pas à chercher, on pense à survivre, on pense à réagir, on pense à sauver sa peau, sauver sa peau. Et on peut aujourd'hui être en survie sans que ça paraisse. D'ailleurs, comme on demande aujourd'hui, ils disent ça ne paraissait pas, elle était sans histoire, elle avait l'air de bien aller. Ben oui, mais c'est... Aujourd'hui, quand on parle du besoin de survie, moi, je travaille énormément ça dans les classes parce que c'est un besoin qui est tellement mal compris et mal mené, je dirais. Oui, c'est vrai. Mais je reviendrai peut-être à la survie plus tard. Alors là, ce qu'on a fait, nous, on donnait quand même de la formation. On n'a jamais arrêté de se former. Hein? Et on a donné des formations à notre personnel dans les domaines dans lesquels on s'estimait compétent. Hein? C'est-à-dire que vous étiez formé à quoi alors? Alors, bon, Gervais, tout le courant Gervais d'abord, parce que lui, il a été 5 ans avant moi au travail, il est plus vieux. Et donc, il a été formé à pédagogie ouverte, hein, avec Claude Paquette dans le temps au Québec. Donc, alors lui, on peut dire qu'il a créé, en fond, un modèle d'école, mais qui a été une école, hein, mais où il se passait des choses vraiment extraordinaires avec les élèves. C'était la réforme dans les années 80, avant la réforme. Hein? Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Il a parlé hier du pourcentage, l'évolution des notes, les élèves. Ouais, diplomation. La diplomation, ça c'était au Polybert, dans sa polyvalente de 3000 élèves. Là. Ouais. Alors ça, on était dans les années 90-97. Alors, la diplomation avait augmenté de 8%. Il vous dirait mieux que moi les chiffres, mais ça, je pense il n'a pas parlé de 14%. 67 à 85%. 67 à 85%, oui, je crois que c'est ça, de réussite. Ça, c'est la fin du diplôme secondaire quand ils ont 17 ans, qui réussissent le diplôme. Et c'était des élèves, il me semble qu'il disait hier, et c'était tellement intéressant, il disait des élèves qui avaient renoncé, et il leur demandait quel est ton projet de vie. Et si tu n'as pas de projet de vie, ben on ne pourra pas t'aider. Mais si tu as un projet de vie... Ah, ça, c'était dans l'école alternative qui a fondé, parce qu'il a aussi fondé une école, dans le fond, pour pallier au manque pallier au manque, je dirais... C'était pour les jeunes qui refusaient l'école, qui en voulaient plus, vous diriez dispositif. Des dispositifs chez vous, particuliers, pour des enfants particuliers, des enfants sur qui tout a échoué. Et moi, il ne me viendrait pas à l'idée de dire les enfants Teflon ou les enfants ceci, des enfants pour qui on n'a pas été capable. Moi, c'est ce que je dis, on n'y est pas arrivé. Et ces enfants-là, on les considère, nous, intelligents. Hein? On les considérait intelligents. Alors, moi, je n'ai pas travaillé avec Gervais, sauf par la bande, si on veut, parce que c'était notre... Ça faisait partie de nos discussions toutes nos soirées, finalement. Mais... un de mes garçons, mes propres garçons, y est même allé. 2 même, sur 3. Alors cette école-là, oui, pour des jeunes qui ne se croient pas intelligents, qui s'opposent, des jeunes aussi très souffrants. Bon, il y avait une grande palette, si on veut, de besoins là. Mais ceci dit, des jeunes qui ne peuvent pas fonctionner dans la grande ville. On l'appelait la polyvalente la grande ville. Il y a des gens qui sont faits pour plus petits, plus aussi, hein, un rapport plus intime. Et de ces élèves-là, c'est sûr qu'il y en a que c'était la rue ou l'école. Hein? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Des gens en rupture, il y en avait un bon nombre en rupture avec leur famille aussi. Là. Tu pourrais nous raconter ce qui un petit peu par rapport au projet de vie, tu sais ce qu'il disait par rapport... par rapport à la dans le fond... Leur engagement, finalement. Oui, c'est parce que la motivation... je peux dire un mot sur la motivation avant, parce que la motivation, on prend ça par un mauvais bout. On entend beaucoup dans les écoles, il faut être motivé pour réussir, mais c'est le contraire, il faut réussir pour être motivé. Si tu réussis rien, ou si tu penses que tu ne peux pas réussir, pourquoi? Hein? Pourquoi tu
te Pourquoi lancer. continuer? Ah oui, puis c'est très démobilisant d'échouer aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas échouer, mais on peut échouer dans des conditions sécuritaires. Tu sais. Quand c'est sécurisant, tu peux échouer, tu sais que tu vas te reprendre, tu sais que l'école est là pour t'aider, tu sais que tu peux avoir confiance en toi, mais quand il n'y a plus rien de ça, et alors tu n'as plus de projet. Et il y a des élèves qui ont, ça s'appelle helplessness en anglais, qui ont l'impuissance apprise collée au corps. Tu sais, ils ont appris, dans le fond, à échouer. Ils ont appris à ne pas fonctionner. C'est ce qu'ils connaissent. Nul, comme ils disent. Voilà. Et alors, on a la première chose qu'on a faite, on leur faisait des entrevues. Alors, c'est sûr qu'ils étaient comme, d'abord, on leur disait, tu ne peux plus fonctionner ici. Mais au lieu de les exclure comme d'habitude, pour tous les motifs que vous voulez, on disait, il y a une autre école pour toi, maintenant. Mais pour y aller, il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de cette école-là. Mais c'est une question qui ne leur a jamais été posée. Parce que ces élèves-là allaient à l'école pour leurs parents, pour la société, parce que jusqu'à 16 ans, parce que c'est la loi, parce que blablabla. Et là certains, ça les a réveillés instantanément. D'autres, le plus long, je pense que ça a pris 3 semaines. Qu'elle disait... Ils étaient méfiants. Ils étaient méfiants, et même le père d'une de celles-ci, d'une de ces filles-là, avait amené son avocat en disant... Je veux que ma fille continue dans la grande école. Il n'est pas question qu'elle s'en aille là, parce qu'il y avait comme une réputation aussi qui commençait à se forger. Hein. Ça, c'est l'école des... Hein? Voilà. Sauf que Gervais, à ce moment-là, a tenu. Il a dit, regardez, c'est un service qu'on lui offre. Il faut que vous nous fassiez confiance, parce que votre fille, le père lui-même n'en venait plus à bout. Tu sais. Donc il n'y avait rien à faire. Donc, mais bon, il lui a fait comprendre ça. Je pense, parce que ça a fonctionné après. Et dans cette école-là, c'est sûr qu'on s'occupait on s'est donné un cadre de référence sur la gestion des êtres humains, si on veut, là, qui est éminemment inspiré par la thérapie du choix, thérapie de la réalité de William Glasser. Donc, sans faire de thérapie, mais sans faire on s'est inspiré de cette philosophie-là d'intervention qui vise essentiellement à répondre aux besoins des individus. Hein? Alors, comment on crée un environnement qui répond aux besoins des individus? Quels sont les besoins primaires des individus? Les besoins spécifiques, les besoins fondamentaux, je dirais, pas spécifiques. Les besoins fondamentaux des individus, que vous soyez en Chine, en Afrique, au Canada, au Québec, en France, que vous ayez 5 ans, que vous ayez un jour, 99 ans, les besoins sont les mêmes pour les individus. De la façon dont on répond aux besoins, c'est différent. Mais, alors c'est ça, ce cadre de puis quelques techniques d'intervention aussi pour, je dirais pour travailler, ça on ne le disait pas à l'époque, moi je le dis maintenant, je l'ai même dit dans mon livre, dans la bientraitance. Hein? Bien traiter les humains. Dans la bienveillance. Dans la bientraitance. On parle de maltraitance, mais s'il faut en fait, il y a de la maltraitance qu'on fait sans même s'en rendre compte. Hein. C'est ça. Quand on ne traite pas bien les personnes, moi je dis on est dans la maltraitance, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Et si on parle de... J'aime pas parler de ce qu'il ne faut pas faire, mais j'aime mieux parler de comment on peut faire si on veut bien traiter les personnes. Alors, quand vous entendez Sylvie comme on a pu l'entendre hier, et puis on a bien écouté aussi Gervais, on s'est dit tout ça, mais on adhère. Hein. Pour ceux qui nous connaissent, on pouvait qu'adhérer, n'est-ce pas? Et du coup, on s'est dit, tout ça c'est parfait, mais on veut voir. Ouais. Et donc, il nous avait gentiment réservé donc, une séance dans une classe. Oui. Et je vais te laisser nous présenter donc l'école, la maîtresse. L'école, c'est l'école Saint-Pédis, c'est une école au centre de la ville de Rimouski. Et puis il y a Manon, l'enseignante Manon Bérubé, qui est une amie hein, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, et qui avait suivi nos formations déjà sur cerveau-apprentissage, puis en thérapie-réalité aussi, à intégrer en fait les choses, justement, elle a intégré ce qui pour elle était intéressant. Elle nommera pas tout, mais ça fait partie d'elle maintenant. Hein. C'est une fille qui... Puis elle n'est pas seule. Il y avait José aussi que vous n'avez pas vu, mais qui... Bon, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas contactés, là, parce que le temps ne nous permettait pas, mais en fait, elle a intégré à sa façon les choses qu'elle a reçues. Avec sa formation, avec ce qu'elle était comme personne, elle en a fait quelque chose. Hein. Et
Et C'est ça que j'aime dans leur approche et qui est un écho à la nôtre. Quand on forme nos formateurs, très souvent on leur dit voilà le chemin possible, voilà une trame précise, parce que quand on démarre c'est tellement rassurant. Mais surtout, ne soyez pas des clones de nous. voilà, c'est ça. Soyez vous, parce que vous avez déjà une richesse propre, tout à et fait. adaptez ce que vous piochez à vous. C'est là que vous ferez un élixir de votre richesse, richesse personnelle. Oui. Et franchement, ayant été conseiller pédagogique moi aussi, ayant vu énormément d'enseignants enseigner, je suis encore dans ce paradis terrestre scolaire, si je puis dire, ou pédagogique, où j'ai pu hier passer 2 heures dans une classe où il y avait des enfants au comportement très difficile, une classe où il y avait 2 tiers de garçons. J'ai vu aussi une petite fille sur la droite qui était en souffrance personnelle, et j'ai vu cette maîtresse se régaler. Je l'ai vue danser, je l'ai vue faire du théâtre, elle jouait à la maîtresse, quoi. J'avais l'impression de regarder la petite Manon qui jouait à la maîtresse. Chose extraordinaire qui existe sur le continent américain, qu'on ne trouve pas sur le continent européen encore. Mais à un moment donné, pour rire, Gervais dit aux enfants, et si on prenait 2 minutes pour parler de la maîtresse et on la fait sortir. Les enfants, oui. Alors, la maîtresse est gentiment prêtée au jeu. Oh, et c'est tellement dommage, là, je vais essayer de me souvenir du maximum. Donc la maîtresse est sortie et les enfants ont spontanément dit des choses mais tellement bouleversantes. Je rêverais que tous les enseignants de France et de Navarre puissent recevoir ces compliments-là. La maîtresse s'amuse en nous apprenant. La maîtresse nous aime tous et elle s'occupe de chacun, même nous les bons. Ah mais c'était tellement bon d'entendre ça. Même nous les bons, et même ceux, pour reprendre l'expression canadienne, qui sont dans la misère. Et j'ai trouvé ça délicieux. Elle nous fait rire, elle est drôle. Et puis alors quelque chose de si bon dont tous les enfants français rêveraient. Je vois que de nombreux enfants canadiens aussi rêvent de ça. C'est maintenant on n'a plus peur pour les évaluations avec elle. Mais c'est pas beau ça.